Pendant des siècles, les peuples qui habitaient les jungles du Sud ont résisté au passage du temps sans dépendre du fer, de la roue ni des animaux de bas. Entourés de montagnes, de rivières et de cénotes, ils ont construit plus que de simples cités. Ils ont formé un réseau de lignées, d'alliances et de cycles qui ont marqué chaque pas de leur histoire. Des temples du Petain aux vallées centrales, l'équilibre s'est maintenu au milieu de guerres, de sécheresses, de migrations et de pactes oubliés. Parmi les noms qui ont traversé les générations, il y eut des cités qui se sont distinguées par leur résistance, leur architecture et leur calendrier. Alors que certaines tombaient, d'autres tissaient des alliances, stimulaient des récoltes et prolongeaient un ordre qui semblait destiné à disparaître. Rien de ce qui s'est produit ne fut un accident. Ce qui commença comme une lutte locale finit par révéler une structure plus complexe et persistante que ce à quoi personne ne s'attendait. Car si quelque chose a défini les Mayas, ce n'est pas leur disparition, mais tout ce qui est venu après. Comment est né et a résisté l'Empire qui a refusé de disparaître? La graine de l'Empire, géographie et survie dans le monde maya antique. La région qui a vu naître la civilisation maya occupe un vaste espace dans le sud-est de la Mésoamérique. Cette zone couvre le nord du Guatemala, tout le Belize, des parties du sud du Mexique, incluant les États de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatan et Quintana Roo, ainsi que des sections du Honduras et du Salvador. Le terrain montre de la variété tant en altitude qu'en caractéristiques physiques, ce qui a contribué au développement inégal des peuples qui s'y sont installés. Les Mayas ont prospéré dans un environnement où le climat tropical, les pluies saisonnières et la végétation épaisse étaient des éléments constants du paysage. Les conditions environnementales ont imposé des limites à l'expansion agricole, ce qui a motivé une organisation très structurée du travail et une planification précise des cultures. La diversité du terrain a forcé les communautés à s'adapter à des espaces très distincts, des hautes terres avec des plateaux et des vallées fertiles, jusqu'aux plaines côtières avec des sols plus pauvres, mais avec un accès à des réseaux aquatiques naturels. Les routes fluviales ont servi de canaux de communication et d'échange, aidant à intégrer des territoires éloignés et promouvant une culture partagée, malgré les distances. La région maya se divise, par ses traits naturels, en 3 aires principales. La première comprend les hautes terres du sud, avec des chaînes de montagnes, des vallées intermédiaires et des volcans. Ces terres se trouvent au Guatemala, à l'ouest du Honduras et dans la partie orientale du Chiapas. Ici, les sols sont plus fertiles, en raison de leur origine volcanique. La deuxième région correspond aux basses terres du sud, qui inclut la jungle du Petén, le Belize et des secteurs du Tabasco et du Campeche. Cette aire est couverte par une végétation dense, des rivières abondantes et un climat très humide. La troisième zone englobe les basses terres du nord, c'est-à-dire la péninsule du Yucatan. Cette dernière a une altitude moindre, un terrain plus sec et manque de rivières superficielles, bien qu'elle compte sur des formations souterraines appelées cénotes, qui furent vitales pour la subsistance. La civilisation maya s'est originée dans ces 3 régions, s'adaptant aux conditions uniques de chacune. Dans les hautes terres du sud, la présence de pierres volcaniques a facilité la taille d'outils et la construction de structures. Dans les basses terres du sud, l'abondance d'eau a favorisé une agriculture continue et a permis la croissance d'établissements étendus. Au Yucatan, la rareté des sources hydriques visibles a mené à l'usage intensif des cénotes et au développement de systèmes de captage de pluie. Chaque zone offrait des avantages et des difficultés distinctes, ce qui a influé directement sur le type de sociétés qui se sont formées. Malgré les différences régionales, les peuples mayas ont développé des schémas culturels similaires, en partie en raison de leurs racines partagées. L'agriculture fut la base économique depuis les étapes les plus précoces. Le maïs, avec le haricot, la courge et le piment, formaient le noyau du régime alimentaire. Ces cultures exigeaient une organisation du travail qui, avec le temps, a généré des hiérarchies sociales et des formes d'autorité. Pour maintenir la productivité sur des sols peu fertiles, des techniques telles que le système d'essartage et de brûlis étaient appliquées. Cela consistait à abattre une aire de la jungle, à brûler la végétation et à semer sur la terre enrichie par les cendres. La nécessité d'organiser les cycles agricoles selon les pluies a mené au développement d'observations astronomiques et de mesures du temps. Cependant, ces avancées ne sont pas expliquées ici,
car elles appartiennent à un autre moment. À cette étape primitive, l'important était d'assurer l'alimentation par des techniques rudimentaires mais efficaces, adaptées à un milieu stimulant. La connaissance de la terre, du climat et des rythmes naturels se transmettait de génération en génération, faisant partie du savoir collectif. Quant à l'origine des Mayas, on sait qu'ils ne furent pas une civilisation isolée. Depuis des temps très anciens, la région avait reçu l'influence d'autres peuples mésoaméricains. L'interaction avec des groupes voisins, comme les Olmecs, a permis l'échange de produits, d'idées et de pratiques culturelles. Néanmoins, les Mayas ont développé des traits propres et distinctifs qui les différencient clairement des autres cultures. À travers le temps, ils ont atteint une identité particulière, bien qu'avec de multiples variantes locales. Les migrations internes ont joué un rôle important dans l'expansion des premiers Mayas. Certains groupes se sont déplacés depuis des zones montagneuses vers des aires plus basses, cherchant des terres aptes à la culture. D'autres se sont installés près de sources d'eau permanentes, où ils pouvaient établir des communautés plus stables. Ce processus d'occupation du territoire fut graduel, mais constant. La population croissait à mesure que s'amélioraient les conditions agricoles, et cela a permis l'émergence de noyaux peuplés plus complexes. Les premiers vestiges matériels de culture maya apparaissent dans des sites du préclassique, comme Coelho au Belize et Tikal dans le Petén. Ces évidences montrent des villages avec des structures simples, des outils de pierre et de la céramique de base. Bien qu'il n'existât pas encore de cités ni de grands centres cérémoniels, des signaux de spécialisation dans les activités et une certaine différenciation sociale s'observèrent déjà. La production d'objets à usage domestique et le commerce local pointent vers un système économique organisé depuis des époques précoces. L'évolution vers des formes plus complexes d'organisation fut le résultat de nombreux siècles d'adaptation et d'accumulation de savoir. Les conditions de l'environnement ont exigé des réponses créatives, qui dans quelques cas ont dérivé en innovation technique. La connaissance agricole, par exemple, s'est affinée pour atteindre des récoltes plus stables sur des terrains difficiles. À son tour, les relations entre communautés ont fait place à des alliances et des systèmes de coopération qui plus tard se transformeraient en structures politiques plus formelles. Durant ces siècles initiaux, le développement ne fut pas uniforme. Quelques régions ont avancé plus vite que d'autres, dépendant des ressources disponibles, de leur emplacement géographique et de la capacité de leurs habitants pour les exploiter et s'adapter aux conditions changeantes du milieu. L'âge d'or des cités du Sud. Quand la culture maya atteignit son maximum d'expression, la période classique avait déjà initié son cours. À ce moment, la civilisation expérimenta une croissance soutenue dans de multiples régions. Les populations non seulement se multiplièrent, mais elles devinrent aussi plus denses et actives, tandis qu'augmentait leur réalisation culturelle. Les manifestations de cette avancée devinrent visibles dans tous les centres mayas importants du Sud, où surgirent des zones d'activité intenses. En elles s'évinciait une claire coordination dans les modèles de vie et de production. À mesure que se consolidaient ces concentrations populationnelles, l'ère d'influence maya s'étendait également. Dans le nord du Guatemala, le Petén concentra une notable activité qui impulsa l'expansion du monde maya. Dans ses confins se situèrent des centres majeurs, tous connectés par un complexe système de relations. Depuis ce noyau, la croissance s'étendit vers d'autres parties du sud et atteignit des zones des basses terres. L'impulsion engloba depuis les vallées montagneuses du Guatemala jusqu'à certaines portions de l'actuel Chiapas. L'intensité du développement se traduisit par l'apparition simultanée de différents noyaux, chacun avec des signaux clairs de prospérité. Au long des siècles, l'activité se maintint constante et dans beaucoup de régions, elle fut en augmentation. Les caractéristiques de ce moment peuvent s'observer dans les témoignages matériels laissés par les communautés. La présence d'inscriptions, de stèles, d'autels, de constructions et d'éléments décoratifs démontre qu'existait une organisation sociale complexe. De plus, les modèles communs dans différentes cités révèlent une évolution partagée. Les centres mayas, bien qu'autonomes en politique, montraient une connexion culturelle évidente. Cette coïncidence dans les styles et formes d'expression indique qu'existait une communication constante entre les diverses enclaves. L'épanouissement de la période classique ne fut pas seulement visible dans les expressions matérielles. Il se reflétait aussi dans la manière dont les groupes mayas organisaient leur territoire.
À partir d'un point déterminé, on observe que beaucoup de cités commencèrent à acquérir un pouvoir majeur. Cette autorité se traduisit en domination sur d'autres communautés, générant ainsi un réseau de contrôle régional. L'établissement de relations hiérarchiques entre des noyaux importants et des localités mineures permit un plus grand degré de cohésion territoriale. Bien que les limites exactes de ces juridictions ne soient pas toujours claires, les évidences suggèrent que quelques cités se convertirent en véritables capitales régionales. Un des traits les plus remarquables de la période fut la marquée expansion vers de nouvelles aires. Les témoignages trouvés dans la région de l'Usumacinta indiquant que les cités situées le long de cette rivière acquirent une grande pertinence. Au même moment, d'autres zones comme la vallée du Motagua, dans la partie orientale du territoire, commencèrent à montrer une forte activité. Ces régions, auparavant périphériques, passèrent à s'intégrer pleinement dans le domaine culturel classique. La rapidité avec laquelle ce processus se produisit suggère qu'existait une structure de transmission efficace. La mobilité des groupes, des idées et des ressources facilita l'incorporation de territoires nouveaux au réseau existant. Au long de cette période, l'art atteignit des niveaux jamais vus auparavant. Les formes visuelles acquirent une complexité technique notable et les thèmes représentés devinrent plus variés. Dans beaucoup de sites, on observe que les figures humaines commencèrent à montrer un plus grand détail. Les scènes dépeintes cessèrent d'être de simples représentations pour se convertir en narration complète. Les surfaces taillées exhibent une évolution claire dans la manière de composer les éléments. Cette sophistication indique qu'existait une tradition établie, avec des écoles locales capables de maintenir un style propre. Bien que chaque centre eût des traits particuliers, l'ensemble partageait des principes similaires. Les dates inscrites sur des monuments et des objets permettent de tracer une chronologie précise de l'apogée. Dans presque toutes les régions, les registres s'accumulent entre les siècles 3 et 9. Cette période se considère le point le plus haut du développement classique. Dans ces siècles, la production matérielle, l'activité politique et la diffusion culturelle atteignirent leur point maximal. Les grands centres rivalisaient en importance et leur influence se projetait au-delà de leurs limites immédiates. La concentration de témoignages indique qu'existait une concurrence symbolique entre les cités. Chacune cherchait à laisser constance de ses réalisations, établissant ainsi une mémoire permanente. Les éléments trouvés dans les sépultures royales permettent de comprendre la magnitude du pouvoir atteint. Les tombes contenaient des objets de haute valeur et une disposition soignée. Les offrandes, tant par leur quantité que par leur élaboration, reflètent un haut degré de spécialisation. La distribution de ces sépultures dans les centres majeurs renforce l'idée d'une élite dominante. Ces couches supérieures contrôlaient les ressources et organisaient les labeurs productifs. La présence de figures représentées avec un vêtement élaboré confirme l'existence d'une classe qui concentrait l'autorité. Malgré la splendeur atteinte, vers la fin de la période, on perçoit des signaux de transformation. Dans quelques régions, les inscriptions cessent abruptement. Dans d'autres, la fréquence des registres diminue de forme notable. La construction de nouveaux édifices diminue, et certains espaces sont abandonnés de manière progressive. Ces évidences suggèrent que quelques centres commencèrent à expérimenter une diminution de leur dynamisme. Il ne s'agit pas encore d'un effondrement général, mais bien d'un changement dans les conditions qui avaient soutenu l'apogée. Les raisons exactes de ce processus n'apparaissent pas exposées dans les documents, mais la documentation disponible indique une altération dans l'équilibre antérieur. L'apparition de conflits internes s'insinue également dans certains sites. Les représentations d'affrontements deviennent plus communes et quelques monuments font allusion à des victoires sur des cités voisines. Cette situation a pu générer des tensions entre les groupes dirigeants. La nécessité de contrôler des territoires plus amples aurait exigé des ressources additionnelles. Au même moment, les demandes croissantes des élites auraient pu avoir surchargé le système. La diminution d'œuvres monumentales et la simplification des styles sont un autre indice d'une réorganisation interne. Au lieu de grands projets, quelques cités optèrent pour des structures plus modestes. La clôture de cette période ne fut pas uniforme. Quelques régions maintinrent leur vitalité pour plus de temps, tandis que d'autres diminuèrent leur activité de forme plus précoce. Ce modèle inégal suggère que le processus fut complexe et multifacette. Malgré cela, la trace laissée par la période classique perdura dans le temps. Les formes établies durant cette étape continuèrent d'influencer les expressions postérieures.
Bien que certaines zones fussent restées en silence, d'autres héritèrent et adaptèrent les réalisations du passé. Ce qui fut atteint durant ces siècles établit une base qui permit la continuité culturelle au milieu des changements qui s'annonçaient. Depuis la mer, l'invasion espagnole est l'ultime bastion maya. Quand les Espagnols arrivèrent pour la première fois dans l'ère habitée par les peuples mayas, ils tombèrent sur un territoire d'accès difficile, composé de vastes jungles, de peu d'infrastructures de chemins et de seigneuries en constante rivalité. Ces terres n'offraient pas l'or et l'argent qui motivaient d'autres campagnes, ce qui retarda pendant des années le début d'un effort militaire soutenu. Cependant, les tentatives commencèrent dans la péninsule du Yucatan. Depuis le début du siècle XVI, diverses expéditions arrivèrent depuis Cuba et d'autres îles des Caraïbes, explorant les côtes orientales. L'incursion menée par Hernández de Córdoba en 1518 marqua le premier contact documenté. Son groupe parcourut diverses populations côtières et fut attaqué en plus d'une occasion. Les pertes obligèrent à sa retraite, mais l'information obtenue incentiva de nouvelles incursions. Peu après, Juan de Grijalva organisa une autre expédition qui avança un peu plus, également avec des résultats mitigés. Finalement, Hernán Cortés utilisa ce qu'il avait appris des précédents et débarqua dans la même zone, bien qu'avec des objectifs plus amples qui inclurent des terres en dehors du domaine maya. Malgré de n'avoir pas consolidé de présence immédiate dans la région, ces premiers contacts permirent d'identifier des routes, d'évaluer des forces et de détecter des divisions internes entre les groupes autochtones. Dans les années postérieures, les Espagnols concentrèrent leurs efforts dans d'autres parties de la Mésoamérique, particulièrement dans le centre, où l'Empire mexicain offrait de plus grandes richesses et une organisation centralisée qui facilitait sa conquête au moyen d'alliances et de guerres ouvertes. Ce ne fut qu'au milieu du siècle que l'intérêt pour le Yucatan ressurgit avec plus de fermeté. Francisco de Montejo reçut l'autorisation d'entreprendre la tâche de soumettre le territoire. En 1527, il arriva à ses côtes et commença une série de campagnes militaires caractérisées par leurs difficultés. Sa première tentative de s'établir échoua face à la forte résistance locale, ce qui le força à se retirer temporairement. Sans abandonner, il organisa de nouvelles entrées par différents points, déléguant une partie du commandement à son fils, connu comme El Mozo, qui adopta des tactiques plus prolongées et s'appuya sur des fondations de villas pour consolider des positions. Pendant des années, les affrontements furent constants. Les Mayas défendaient leur territoire au moyen d'embuscades, de changements d'établissement et en profitant de leur connaissance du terrain. Les Espagnols, de leur côté, mettaient en œuvre des stratégies basées sur la fondation de cités, l'assignation d'encomiendas et des pactes avec certaines lignées locales qui voyaient dans les nouveaux arrivants une opportunité pour s'imposer sur des rivaux traditionnels. Cette combinaison de combats directs, d'alliances et d'usure progressive permit que peu à peu des positions castillanes se consolidassent. Parmi les épisodes les plus représentatifs se trouve la fondation de Mérida, établie par Montejo el Mozo sur le site d'une ancienne cité maya. De là, les Espagnols coordonnèrent des opérations vers le sud et l'Orient, faisant face à des foyers de résistance qui persistèrent même après la chute des centres principaux. Les conditions climatiques, les maladies et le terrain hostile rendaient chaque avancée lente et coûteuse. Pendant ce temps, d'autres zones au sud du monde maya, particulièrement le Pétain, maintenaient une autonomie quasi totale. Les jungles denses, les distances et le manque d'intérêt économique immédiat reportèrent tout effort sérieux pour soumettre cette région. Ce fut seulement à la fin du siècle XVI que les autorités coloniales commencèrent à évaluer avec plus d'intérêt le contrôle du Petén Itzá, où existaient encore des seigneuries autonomes comme celle de Tayasal. Les gouvernants itzaes maintenaient des relations avec d'autres peuples mayas et, à l'occasion, avec des colons qui s'approchaient pour commercer. Malgré certains contacts, il n'existait pas de subordination réelle au pouvoir espagnol. Cela se maintint jusqu'à ce que, au siècle XVII, les autorités du Guatemala et du Yucatan décidèrent d'entreprendre une campagne coordonnée. Des échecs antérieurs, comme la tentative de Martin de Ursua, avaient mis en évidence la complexité d'opérer dans cette ère, mais encouragèrent également des préparatifs plus étendus. Finalement, en 1701, une expédition réussit à avancer avec décision vers Tayasal.
Malgré les obstacles logistiques, les commandements espagnols suraient profiter des divisions internes entre les groupes locaux, en plus de promesses d'amnistie et de tactiques de persuasion pour faciliter la reddition de quelques peuples. La prise de Tayazal signifia la clôture formelle de la conquête militaire des terres mayas. À partir de ce moment, les territoires restèrent sujets aux institutions coloniales, bien que dans beaucoup de secteurs ruraux, la résistance se maintint de manière passive ou à travers de migrations vers des zones plus éloignées. Durant tout ce processus, des épisodes furent documentés de destruction de codex, de temples et d'autres éléments culturels, comme partie d'une politique de conversion religieuse et de contrôle idéologique. Bien que certains religieux tentèrent de conserver des aspects de la langue et des savoirs locaux, beaucoup d'expressions originales furent supprimées ou substituées par des pratiques imposées depuis les doctrines ecclésiastiques. Structure ethnique à la fin du premier millénaire. Tout au long des régions qui comprennent le sud-est du Mexique, le Guatemala, le Belize et des secteurs du Honduras et du Salvador, se sont installés les groupes qui ont formé la civilisation maya. Chacun occupait des zones distinctes, s'adaptant aux conditions locales et développant des particularités propres. À l'époque de splendeur maximale, on identifiait au moins 16 groupes principaux distribués en 3 grandes aires linguistiques. La région septentrionale incluait les locuteurs du maya yucatèque, dont le territoire couvrait presque toute la péninsule du Yucatan, incluant Campeche, Yucatan, le nord de Quintana Roo et des parties du Belize. Dans le sud du Petén, les Chols occupaient une bande depuis le cours moyen du fleuve Usumacinta vers l'est, tandis que plus au nord se situaient les Chontals, établis dans le bassin du fleuve Candelaria. L'aire du sud-ouest, correspondant aux hautes terres du Guatemala et à des parties du sud du Chiapas, était occupée par des peuples qui parlaient quiché, mam, cachiquel, tsutujil et d'autres dialectes apparentés. Cette zone montagneuse comprenait une dense concentration de communautés dont les langues dérivaient d'un tronc commun, bien que déjà différenciés de façon notable. Dans le sud-est, les groupes qui parlaient Colti et Mopan se trouvaient dans des zones du Petén oriental et du Belize, tandis que vers l'est et le sud s'étendaient les locuteurs du Pocomchi, Quechi, Chuj, Tojolabal et Lacandon, avec des noyaux dans des régions plus reculées et boisées. Les différences entre ces peuples ne résidaient pas uniquement dans la localisation géographique, mais aussi dans les traits physiques qui variaient entre les régions. On enregistrait des statures moyennes différentes entre les habitants des hautes terres et ceux des basses terres. Parmi les premiers prédominaient des traits plus anguleux, des pommettes hautes et une complexion plus robuste, tandis que dans les zones basses étaient plus communs les corps minces, avec des statures légèrement moindres et des traits faciaux moins prononcés. La pigmentation montrait également certaines variantes, bien que dans une gamme uniforme. Ces caractéristiques permettèrent de distinguer les différents sous-groupes mayas, même lorsqu'ils partageaient une même langue mère ou entretenaient des liens culturels étroits. Quant à la langue, les études linguistiques ont permis de classifier les langues mayas en branches bien définies. Toutes dérivaient d'une langue proto-maya dont l'existence remontait à plusieurs siècles avant la période classique. De cette racine commune surgirent diverses familles linguistiques qui évoluèrent de manière indépendante au fur et à mesure que les populations s'isolaient ou migraient vers de nouvelles régions. Une des principales divisions fut établie entre les dialectes du groupe occidental qui incluaient le Chol, Chontal, Chuj et Tojolabal, et ceux du groupe oriental qui incluaient le Cholti, Cholti-i, Cholti-i-i, Cholti-i-i-i, Cholti-i-i-i, Cholti-i-i Masariti, Cholti-i-naitadaiti-i, Cholti-i-i-i-daiti, Cholti-i-da-tiledati-tini, Cholti-i-ma-aladifati-isali, Cholti-i-indati-iti-isati, Cholti-i-sariroki-sidintida-udi, Cholti-i-sari-iti-mabalarati-bari, Cholti-rati-iti-desadei-sinadanasani, Cholti-eti-de-de-de-ba-sebanda-da-sadi, Cholti-la-farasi-la-da-ta-sinadida, Ine Cholti-asama-sada-da-da-ba-da-da-la-da, la groupe oriental où se trouvaient le Quiché, Pocomchi, Quechí et Mopan. Le yucatèque, bien que lié aux autres langues mayas, était considéré comme une branche séparée. Son isolement géographique dans le nord de la péninsule et l'évolution indépendante qu'il expérimenta contribuèrent à ce qu'il développa des caractéristiques propres en phonétique, grammaire et vocabulaire.
À son tour, au sein du Yucatec, existaient des variations dialectales mineures, produits des différences régionales entre les populations de Campeche, Yucatan et Quintana Roo. Ces variations n'empêchaient pas la compréhension mutuelle entre les locuteurs, mais elles reflétèrent bien des processus de différenciation interne au fil du temps. Le nombre de locuteurs de chaque langue variait largement. On estimait que le Quiché, la langue la plus parlée des Hautes-Terres, comptait plus d'1 demi-million de personnes. Le suivaient le Mam et le Quechí, avec plusieurs centaines de milliers. Le Tsutujil, le Pocomam et le Tchouj enregistraient des chiffres moindres, bien que significatifs. Dans les basses terres, le Yucatec regroupait une grande proportion de locuteurs, spécialement dans les siècles antérieurs à la conquête. Le Colti, utilisé principalement dans l'aire centrale du Pétain, et le Mopan, parlé dans la région du Belize, étaient moins nombreux, mais jouaient un rôle pertinent dans la transmission des traditions religieuses et des registres hiéroglyphiques. Le degré d'évolution linguistique atteint par les Mayas permettait l'expression de concepts abstraits, de structures complexes et de notions de temps et d'espace avec un haut niveau de précision. Les langues mayas comptaient sur des systèmes verbaux sophistiqués qui permettaient de marquer des nuances d'action, d'aspect et de mode. La flexion verbale était un des traits les plus développés, et les formes nominales incluaient des mécanismes pour indiquer le nombre, la possession et les relations syntaxiques. Bien que les peuples mayas partageassent certaines bases linguistiques, la divergence entre leurs langues rendait difficile la communication directe entre groupes distants. Dans beaucoup de cas, il était nécessaire de recourir à des interprètes ou des médiateurs, spécialement lorsqu'il s'agissait de contacts entre peuples de différentes régions. Les contacts commerciaux, les alliances politiques ou les conflits militaires généraient des situations où la compréhension mutuelle était essentielle, ce qui encourageait l'apparition de langues franches ou l'usage étendu de certains dialectes plus connus. Dans quelques périodes, déterminées langues acquirent une position de prestige ou de domination culturelle, ce qui les convertit en outils d'administration et de communication entre peuples de langues différentes. Le Colti, par exemple, fut adopté comme langue d'usage rituel et administratif par certains groupes du Pétain durant la phase finale de la période classique. Ce phénomène n'impliquait pas la disparition des autres dialectes, mais bien une hiérarchisation linguistique basée sur des facteurs sociaux et politiques. Les études modernes sur la classification de ces langues se basèrent sur des analyses phonologiques, des comparaisons de vocabulaire de base, des structures grammaticales et des traditions orales. Grâce à ces critères, on put reconstruire en partie l'évolution du proto-maya, identifier les principaux moments de divergence et établir des cartes linguistiques qui reflétaient avec une plus grande précision la distribution historique des langues. Cette reconstruction permettait également de tracer des relations entre les groupes humains, d'entendre leurs déplacements et de détecter les zones de plus grande permanence culturelle. Le fait que beaucoup de langues mayas se soient préservées jusqu'à aujourd'hui offrait une base solide pour la recherche et la comparaison avec les textes anciens, malgré la fragmentation causée par la conquête et la colonisation. La persistance des langues mayas au fil des siècles fut possible grâce à la transmission orale au sein des communautés, à l'usage quotidien dans des contextes familiaux et à la résistance face à l'imposition de langues externes. Dans beaucoup de régions, les langues mayas continuèrent d'être le moyen principal de communication, même lorsque les structures politiques et religieuses traditionnelles disparurent. Cette continuité linguistique ne démontrait pas seulement la vitalité des langues, mais aussi l'importance qu'elles avaient pour l'identité collective des peuples qui les parlaient. Malgré les pressions externes, beaucoup de groupes maintinrent leur manière de parler et leurs modèles culturels associés, préservant un héritage millénaire qui restait vivant à l'époque moderne. La documentation coloniale précoce offrait des données précieuses sur la situation linguistique de l'époque postérieure à la conquête, incluant des vocabulaires, des grammaires et des textes traduits par des missionnaires. Bien que ces sources fussent influencées par des intérêts évangélisateurs, elles fournissaient une vision relativement précise de l'état des langues mayas au siècle XVI. Grâce à elles, il fut possible d'identifier les changements qui s'étaient produits depuis la période classique, de comparer les formes enregistrées avec les actuelles et d'observer l'évolution de certains termes, expressions ou constructions grammaticales. La langue maya, dans toutes ses variantes, constituait un élément clé pour comprendre l'histoire, les relations entre les peuples et la continuité des traditions. Au fil du temps,
Les changements dans l'usage linguistique reflétaient également des transformations sociales. Quelques langues gagnaient en prédominance dans des contextes religieux, d'autres s'étendaient pour des motifs économiques et quelques-unes restaient reléguées à des domaines domestiques ou ruraux. Cette dynamique était influencée par des facteurs tels que l'accès à des centres urbains, le contact avec d'autres cultures ou les politiques imposées depuis l'extérieur. Cependant, le noyau de la tradition linguistique maya se maintenait, s'adaptant à de nouvelles circonstances sans perdre son essence. Cette capacité d'adaptation permettait que, même sous des conditions adverses, les langues restassent vivantes, transmettant des valeurs, des savoirs et des mémoires collectives qui remontaient aux temps antérieurs au contact européen. L'ordre hiérarchique au siècle de la splendeur. Tout au long de leur développement, les peuples mayas établirent des systèmes hiérarchiques où le groupe dirigeant était composé d'individus considérés de lignée noble. Cette noblesse n'avait pas seulement des privilèges héréditaires, mais exerçait aussi une autorité directe sur les terres et la population sous sa domination. Son influence s'étendait autant dans les affaires civiles que dans les tâches religieuses, étant les chargés d'organiser les labeurs politiques et les rites liés au culte traditionnel. Dans ce cadre, les charges au sein de l'administration se répartissaient principalement entre des personnes appartenant à ce groupe élevé, ce qui assurait leur prédominance et leur continuité au pouvoir. Le rang le plus haut au sein de cette structure était occupé par le gouvernant suprême de chaque unité territoriale, connu par des titres qui variaient d'une région à l'autre, mais dont la fonction principale était de diriger les affaires tant de l'État que du temple. Ce chef n'était pas seulement la figure politique maximale, mais aussi la tête de la hiérarchie cérémonielle. Sa position, acquise par héritage, octroyait du prestige et lui permettait d'exercer le contrôle sur les ressources et les décisions pertinentes de sa communauté. À son tour, opéraient différents fonctionnaires qui accomplissaient des tâches spécialisées. Parmi ces charges se trouvait l'administrateur qui supervisait les tributs et la redistribution des biens reçus par le pouvoir central. Ce fonctionnaire devait tenir des comptes exacts du flux de produits et se charger de ce que les apports arrivassent depuis les différentes communautés soumises. Dans quelques occasions, ce rôle était joué par des personnes instruites dans le maniement des codex et les calculs, ce qui indiquait l'existence d'une certaine formation technique liée à l'appareil étatique. Un autre poste important était celui qui dirigeait les guerriers, dont la responsabilité était de coordonner la défense du territoire et la participation à des campagnes d'expansion ou de punition. En plus des aspects militaires et économiques, il y avait des figures chargées d'enregistrer des événements pertinents, comme des naissances, des décès et des changements dans le leadership. Ces scribes ou chroniqueurs maniaient des documents visuels et des symboles numériques qui permettaient de conserver la mémoire institutionnelle. Étaient également présents les interprètes des signes sacrés, qui agissaient comme intermédiaires entre le monde humain et les forces surnaturelles. Leurs pronostics et conseils influençaient les décisions du dirigeant suprême, spécialement dans ce qui était en rapport avec les cycles du temps et le choix de dates pour célébrer des rituels ou entreprendre des actions publiques. Les territoires mayas ne formaient pas une unité politique unique, mais étaient divisés en multiples entités autonomes, chacune avec son propre système de gouvernement et des réseaux d'influence. Ces unités souvent rivalisaient entre elles pour le contrôle des routes commerciales, des zones agricoles et des centres cérémoniels. Dans quelques régions, des alliances se formaient entre différentes entités, tandis que dans d'autres prévalaient les guerres constantes pour la domination territoriale. Malgré ces différences, les éléments organisatifs étaient similaires et répondaient à des modèles communs de structure et de hiérarchie. Chacune de ces unités pouvait être considérée comme un royaume indépendant, avec des frontières définies et une classe dirigeante bien établie. En son intérieur existaient des divisions internes basées sur des fonctions économiques, militaires et religieuses. Les villages subordonnés répondaient devant le centre directeur, qui souvent était une cité principale depuis laquelle s'exerçait l'autorité. Le lien entre les différents niveaux sociaux se maintenait au moyen d'obligations de service, de tribut et de loyauté, renforcées par des mécanismes culturels qui légitimaient la position des gouvernants. Le transfert du pouvoir s'effectuait habituellement au sein des mêmes familles dominantes, qui justifiaient leur droit de gouverner au moyen de narrations ancestrales qui les connectaient avec des êtres sacrés ou des épisodes fondateurs.
Ces généalogies étaient préservées dans des manuscrits pictographiques et récitées en occasion solennelle, ce qui contribuait à consolider la légitimité des dynasties en exercice. Dans quelques cas, les héritiers étaient préparés depuis jeunes pour assumer des fonctions administratives, au moyen de formations au sein du cercle de la cour ou d'assignation de responsabilités mineures qui servaient d'entraînement. Les lignées les plus puissantes maintenaient des liens matrimoniaux entre elles comme forme d'affermir des alliances politiques. Ces liens assuraient aussi la transmission de terres, de titres et de privilèges à travers des générations. Les femmes de la noblesse jouaient un rôle pertinent dans ce processus, car au moyen de leur union avec d'autres chefs, elles contribuaient à l'intégration de territoires ou à la cessation d'hostilités. Bien qu'elles n'occupassent pas toujours des charges formelles au sein de l'appareil gouvernemental, leur influence était évidente dans les processus de succession et dans la dynamique interne des palais. À l'intérieur des cours royales existaient des espaces différenciés pour les divers types d'activités. Il y avait les aires où l'on s'occupait des affaires de gouvernement, les lieux dédiés à la préparation d'événements cérémoniels et les zones réservées pour l'hébergement de fonctionnaires, de serviteurs et de gardiens. Tout cela se trouvait sous la direction de la maison dirigeante qui décidait sur la vie quotidienne de la population subordonnée et sur les destins de sa propre structure de pouvoir. Le maintien de ces espaces exigeait une administration constante et une chaîne de commandement claire qui garantit l'exécution d'ordres et la résolution de conflits. Au niveau local, chaque établissement était dirigé par un représentant désigné par l'autorité centrale ou surgi d'entre les familles influentes du lieu. Ce délégué devait garantir l'accomplissement des dispositions émanées depuis la capitale régionale, organiser la livraison de produits exigés par les tribus et coordonner la participation des habitants dans les labeurs communs. On lui confiait aussi la surveillance de l'ordre interne et la gestion de disputes entre voisins, ce qui lui donnait une certaine marge d'autonomie au sein de sa juridiction. Il existait une différence notable entre ceux qui exerçaient des fonctions au nom du pouvoir central et ceux qui simplement faisaient partie du gros de la population. Les premiers jouissaient de certains privilèges, comme l'accès à des aliments spéciaux, des parures distinctives ou la résidence dans des zones mieux aménagées. Ces éléments contribuaient à renforcer leur autorité et à les distinguer du reste. Cependant, leur position dépendait en grande mesure de l'appui qu'ils recevaient des niveaux supérieurs et de leur capacité pour accomplir les expectatives déposées en eux. Dans quelques zones, les fonctionnaires locaux agissaient aussi comme chargés des affaires religieuses mineures, guidant des offrandes et de petites cérémonies. Cette dualité de fonctions leur donnait un rôle central dans l'articulation de la communauté, étant des liens entre le quotidien et le cérémoniel. Leur permanence dans la charge était conditionnée par leur fidélité, leur efficacité et la perception qu'avaient d'eux tant leurs supérieurs que les membres du peuple. En cas de faute ou de conflits internes, ils pouvaient être destitués et substitués par d'autres plus fiables ou avec de meilleurs liens familiaux. Le contact entre les distinctes unités politiques se réalisait au moyen d'envoyés officiels qui portaient des messages, des cadeaux ou des demandes spécifiques. Ces émissaires étaient des personnes fiables qui représentaient leur seigneur devant d'autres cours et qui savaient se déjouer dans des ambiances étrangères. Leur tâche était délicate, car une mauvaise interprétation ou un geste inadéquat pouvait générer des tensions inutiles. Dans les moments où se célébraient des accords ou des pactes, ces délégués participaient aux cérémonies comme témoins et porteurs des termes convenus. Bien que les frontières entre les entités politiques fussent claires dans beaucoup de cas, les conflits pour des territoires ou des routes n'étaient pas rares. La concurrence pour des zones fertiles, des sources d'eau ou des passages stratégiques dérivait en affrontements périodiques. Les campagnes militaires étaient organisées par les gouvernants avec l'appui de leurs conseillers qui décidaient quand et comment agir. Le succès ou l'échec de ces incursions avait des conséquences importantes pour le prestige du leader et pour la stabilité du gouvernement. En occasion, les conquêtes permettaient d'amplifier la base tributaire ou de déplacer des rivaux incommodes. L'ordre politique maya fonctionnait au moyen d'une combinaison de contrôle centralisé et de gestion décentralisée. Chaque niveau d'autorité répondait devant un autre supérieur, mais maintenait une certaine autonomie dans l'administration des affaires quotidiennes. Cette structure hiérarchique assurait la continuité du pouvoir,
mais permettait aussi l'adaptation aux changements et aux particularités locales. Les décisions importantes exigeaient le consensus entre les principaux acteurs, ce qui impliquait des négociations internes et un équilibre entre des intérêts divergents. Enfants du soleil et de la milpa, les Mayas communs et leur existence partagée. Les habitants communs des cités mayas vivaient habituellement dans des huttes simples groupées autour des centres cérémoniels. Ces logements, construits avec des matériaux disponibles dans la région, étaient des structures de forme rectangulaire ou ovalaire, avec des toits inclinés recouverts de feuilles de palme ou d'herbe. Leurs murs, dressés avec des cannes ou des bois verticaux entrelacés avec des lianes, étaient ensuite recouverts de boue. La majorité comptait sur une seule pièce, sans divisions internes, et possédait un unique accès. Il n'était pas habituel qu'elles eussent des fenêtres. Le sol directement sur la terre était lissé et parfois durci avec de la chaux. À l'intérieur, le plus notable était une plateforme de pierre ou d'argile où l'on plaçait des vases et d'autres objets d'usage quotidien. Le long des murs pouvaient s'observer des nattes enroulées et des ustensiles suspendus. Le mobilier se limitait à des bancs bas et à des hamacs de coton qui se pendaient pour dormir. Dans quelques foyers, il y avait aussi un foyer formé par 3 grandes pierres où l'on cuisinait les aliments. Les tenues des gens variaient selon le climat et l'occasion. En temps normal, les hommes se vêtissaient d'un vêtement simple noué à la ceinture qui pendait par devant et par derrière, tandis que les femmes portaient un huipil qui les couvrait jusqu'aux genoux. Les 2 vêtements étaient en coton tissé à la maison. Pour les jours spéciaux, tant les hommes que les femmes utilisaient des vêtements plus élaborés, brodés et décorés avec des teintures végétales. Les couleurs étaient habituellement vives. Ils complétaient leur aspect avec des ornements de coquillages, d'os, de plumes ou de pierres polies. Sur la tête, certains portaient des foulards ou des bandes. Les femmes relevaient leurs cheveux en tresses ou en chignons hauts. Le corps était objet de soins esthétiques. Quelques-uns se limèrent les dents pour leur donner une forme pointue, et d'autres les incrustaient de jade ou de pyrite. Il était commun de se peindre le visage ou le corps avec des pigments rougeâtres ou noirâtres. Les tatouages faisaient aussi partie de l'aspect quotidien, appliqués avec des aiguilles et imprégnés de substances colorantes. Les enfants recevaient des soins dès petits. On avait l'habitude de leur bander la tête avec des planchettes pour leur donner une forme aplatie qui était considérée comme idéale. Souvent, ils marchaient nus durant leurs premières années. À mesure qu'ils grandissaient, on leur enseignait les tâches du foyer ou du champ, selon le sexe. Les filles aidèrent leurs mères avec la nourriture ou le tissage, tandis que les garçons accompagnaient les plus grands à la milpa. L'alimentation du peuple était simple et basée sur le maïs. Ce céréal était cuit avec de la chaux, ensuite moulu sur des pierres plates et pétri pour former des tortillas ou des tamales. À part du maïs, on consommait aussi des haricots, des courges, du yucca et des piments. Dans quelques régions, la diète incluait du poisson, des oiseaux sauvages, des tortues ou des iguanes. Le miel d'abeille sans aiguillon servait d'édulcorant. Dans certaines festivités, on préparait des boissons fermentées comme le balché, fait avec de l'écorce d'arbres trempée dans de l'eau avec du miel. Le cacao était très apprécié, bien qu'il ne se prît pas quotidiennement. Dans des zones où il ne poussait pas, il était importé au moyen de troc. Pour cuisiner, ils utilisaient des vases d'argile et des cuillères de bois. Les aliments se préparaient au feu direct ou à la vapeur, en utilisant des feuilles de bananier comme enveloppe. Dans quelques sites, on employait des fours souterrains pour cuire des repas en occasion spéciale. Les femmes passaient la majeure partie de la journée à des métiers à tisser de ceinture, moulaient du maïs ou cuisinaient. Elles se chargeaient aussi de la propreté du logement et du soin des enfants. Les journées commençaient à l'aube et suivaient un rythme marqué par la préparation d'aliments, le tissage et les labeurs propres du foyer. Les hommes, par contre, travaillaient dans le champ. Chaque famille disposait d'une parcelle qu'ils nettoyaient et semaient avec du maïs, des courges et d'autres plantes utiles. Ils utilisaient des outils rudimentaires comme des bâtons affûtés, des haches de pierre et des couteaux d'obsidienne. Cette tâche se répétait chaque année, et lorsque la terre s'épuisait, on cherchait une autre aire proche. En plus de la culture, les hommes chassaient aussi des animaux de la montagne. Ils se servaient de pièges, de filets et de flèches. Dans les rivières et les lagunes, ils pêchaient en utilisant des hameçons faits avec des épines, des lances ou des filets tissés. Les produits de la chasse et de la pêche complétaient l'alimentation, bien que leur disponibilité dépendît de la saison de l'année.
Une autre tâche importante était la récolte de fruits sauvages, de racines et de miel. Les femmes et les enfants collaboraient habituellement à cette activité. Dans leur temps libre, les gens se divertissaient avec des jeux et des danses. Un des passe-temps favoris était le jeu de balle, bien qu'ils ne participassent pas toujours directement. Souvent, ils se limitaient à observer les rencontres dans les cours aménagés. Des courses, des luttes ou des défis de force s'organisaient aussi. Les enfants jouaient avec des figurines d'argile, des toupies, des sifflets ou des arcs en miniature. Dans les nuits, ils se réunissaient autour du feu pour converser ou écouter des récits. Les histoires passaient de génération en génération au moyen de la parole parlée. Les anciens jouaient un rôle important comme transmetteurs de la mémoire collective. L'hygiène personnelle était une coutume quotidienne. Les personnes se baignaient dans des rivières, des étangs ou des mares et utilisaient des savons végétaux. Ils se nettoyaient aussi avec des cendres ou de la boue. Certains portaient avec eux de petites courges avec de l'eau ou des instruments pour se gratter. La chaleur du climat et les activités du champ faisaient du bain une nécessité constante. Ils soignaient leurs cheveux, ongles et peau avec soin. Tomber malade était un motif de préoccupation. Les douleurs se traitaient avec des plantes, des bains chauds ou des massages. Quelques maladies s'attribuaient à des déséquilibres ou des causes invisibles, et dans ces cas on cherchait l'aide de personnes avec des connaissances spéciales. On employait des racines, des feuilles et des résines sous forme d'infusion, d'onguents ou de vapeur. Les connaissances sur la santé se transmettaient oralement. Chaque famille avait ses propres pratiques. La récupération dépendait tant du traitement que de l'environnement. Durant les sécheresses prolongées ou les fléaux, le peuple souffrait. L'accès à l'eau devenait difficile. Dans beaucoup de régions, on dépendait des cénotes, des mares ou des citernes taillées dans la roche. En époque de pluie, on recueillait l'eau dans de grands récipients. Quand les pluies n'arrivaient pas, les récoltes se perdaient et la pénurie frappait fort. La survie exigeait de partager des ressources, de migrer temporairement ou de modifier les activités quotidiennes. Même ainsi, le rythme de vie suivait son cours. L'organisation familiale tournait autour du travail collectif. Pères, fils et grands-parents partagèrent le même logement et répartissaient les tâches. Les mariages se réalisaient à un âge précoce. Les jeunes s'unissaient avec le consentement de leurs parents. La coexistence commençait avec des accords simples et chacun apportait à l'économie du foyer. Les unions se renforçaient au moyen de l'échange de biens ou de l'aide mutuelle. Parfois, plusieurs générations coexistaient sous le même toit. Les ustensiles utilisés dans la vie quotidienne étaient élaborés au foyer ou obtenus au moyen de troc. Chaque famille fabriquait le nécessaire avec les matériaux disponibles dans son environnement, les adaptant aux tâches du champ et du foyer. Les femmes confectionnaient les vêtements, filaient le coton et tissaient, tandis que les hommes élevaient les logements, nettoyaient des parcelles et ouvraient des chemins. La vie quotidienne exigeait de l'habileté, de la collaboration et de l'effort constant. Dans les marchés, les gens échangèrent des produits du champ contre des biens qu'ils ne pouvaient pas fabriquer. Le cacao, le sel, le coton, les tissus, le miel, les ustensiles et les aliments préparés circulaient entre les mains du peuple. Chaque cité avait son jour de marché. C'était un moment de réunion, de discussion et de mouvement. Là, on voyait des objets d'autres lieux, on discutait des prix et on faisait des affaires. On n'utilisait pas de monnaie comme on la connaît aujourd'hui, mais certains produits fonctionnaient comme moyen d'échange. Les femmes participaient activement au commerce. Le calendrier du peuple était lié aux saisons agricoles. On savait quand semer, quand attendre la pluie et quand récolter. Les observations du ciel aidaient à prévoir les changements de saison. Bien que les activités du peuple commun ne fussent pas enregistrées dans des monuments, leur routine soutenait le fonctionnement général des cités. Chaque action avait un sens au sein de l'ensemble. L'existence quotidienne était pratique, constante et marquée par le travail collectif. La vie du peuple n'était pas enregistrée dans des codex ni des sculptures, mais était la base silencieuse sur laquelle se soutenait toute la civilisation. Le sacré et le sanglant, dieux, rites et cosmovisions. Pendant des siècles, la religion des Mayas changea lentement, depuis un culte simple lié à la nature jusqu'à un système complexe dirigé par des prêtres. Au début, quand ils étaient encore nomades, leurs croyances tournaient autour de forces naturelles qui n'exigeaient pas de rituels complexes ni de temples.
Chaque chef familial agissait comme guide spirituel au sein de sa hutte, quelque chose que l'on pouvait encore voir parmi les Mayas lacandons du Chiapas. Mais quand ils adoptèrent l'agriculture et commencèrent à vivre dans des établissements permanents, de nouvelles formes d'organisation religieuse apparurent. Des prêtres furent créés, des centres cérémoniels plus élaborés furent construits, et un système rituel plus sophistiqué se développa. Entre les siècles antérieurs et postérieurs, au début de l'ère chrétienne, de nouveaux dieux, des temples de pierre et une théologie plus élaborée surgirent. Les prêtres commencèrent à organiser le culte en se basant sur l'observation du temps et des astres, ce qui donna forme à un système rituel plus précis. Au commencement du siècle III avant Jésus-Christ, ces changements se rendirent évidents à Uaxactun avec des sculptures taillées, de la céramique tsakol et l'usage de toits voûtés. Cette transformation coïncida avec un développement culturel notable dans le nord et le centre du Pétain, bien qu'il ne soit pas clair si ce fut par des influences externes ou une évolution interne. Vers le siècle IV après Jésus-Christ, il existait déjà une religion sophistiquée qui combinait des éléments naturels avec des observations célestes, servie par un corps sacerdotal discipliné, composé de mathématiciens, d'astronomes et d'experts en rituels. Durant l'époque classique, les sculptures suggèrent une religion solennelle, avec de rares représentations de sacrifices humains. Cette période fut considérée la plus élevée spirituellement. Mais plus tard, dans l'époque puque et mexicaine, des changements drastiques furent introduits. Beaucoup de chroniqueurs du siècle XVI indiquèrent que les Mexicains apportèrent avec eux l'idolâtrie et les sacrifices massifs. Des récits affirment qu'avant l'arrivée de Kukulkan, également appelé Quetzalcoatl, cette pratique n'existait pas au Yucatan. On disait qu'il enseigna à utiliser des idoles de pierre, de boue ou de bois et à offrir du sang, des cœurs et d'autres offrandes. Herrera, chroniqueur officiel, confirma que le sacrifice humain vint du Mexique. Les preuves archéologiques de Chichen Itza renforcent cette version. Plusieurs représentations dans des fresques, des codex et des disques d'or mettent en évidence sa pratique massive dans la période mexicaine. D'autres images dans des codex comme celui de Dresde et le Trocartésien appartiennent également à l'époque post-classique, tandis que les seules deux images du classique furent trouvées à Piedras Negras. Des siècles après, l'imposition du christianisme altéra profondément l'ancienne religion maya. La foi traditionnelle ne disparut pas complètement, mais ce qui survécut fut le culte populaire à des divinités naturelles comme les chasses, dieux de la pluie. Les dieux plus complexes disparurent avec les prêtres qui les servaient. L'impact de la conquête fut ressenti avec plus de dureté dans la caste sacerdotale. Le Dieu chrétien ne permettait pas de concurrence et ceux qui n'abandonnaient pas les anciennes croyances étaient éliminés. Cependant, les Mayas continuèrent à fusionner des éléments chrétiens avec d'anciens cultes. Au Yucatan, l'archange Michel fut identifié aux chasses et au Belize, les saints se transformèrent en patrons du maïs et de la pluie. Pour les Mayas, le créateur du monde était Hunabku, père d'Itzamna. Bien que Hunabku représentât l'idée d'un dieu unique, il n'avait pas de rôle principal dans la vie quotidienne. En revanche, le Popol Vuh mentionne que le maïs fut la base de la création humaine. Il croyait au cycle cosmique. Plusieurs mondes avaient existé avant l'actuel, tous détruits par des déluges. Landa mentionne les Bakab, 4 frères chargés de soutenir le ciel après la création. La dernière page du Codex de Dresde montre cette fin. Un serpent céleste crache de l'eau sur la terre, accompagné par une déesse avec un pichet inversé, le dieu de la guerre et des signes d'éclipse. Dans la tradition moderne du nord du Yucatan, on parle de 3 mondes antérieurs. Le premier fut habité par des nains qui construisirent des cités dans l'obscurité et furent pétrifiés au lever du soleil. Le deuxième fut habité par des transgresseurs et se termina aussi par un déluge. Le troisième, peuplé par les Mayas eux-mêmes, fut détruit par une autre grande inondation. Le monde actuel, mélange des antérieurs, se détruira aussi avec de l'eau. La cosmovision était duale. Les dieux bons apportèrent la pluie, le maïs et l'abondance, tandis que les mauvais provoquaient des sécheresses, des ouragans et des conflits. Dans les codex est montré Shaak, dieu de la pluie, protégeant un arbre capuche, dieu de la mort, tente de détruire. Il concevait l'univers comme 13 cieux superposés, chacun avec son dieu, appelé Oxlahuntiku, et 9 niveaux inférieurs avec des déités appelées Bolontiku.
Le plus profond était Mitnal, gouverné par Apush. Le propos principal de la religion était d'obtenir la santé, la nourriture et le bien-être. Les Mayas offrèrent des prières et des sacrifices pour l'obtenir. Les cérémonies commençaient par le jeûne et l'abstinence sexuelle, surtout pour les prêtres. Ils évitaient aussi la viande, le sel et le piment durant ce temps. Les sacrifices variaient selon l'urgence. Les maladies mineures étaient traitées avec des offrandes simples, tandis que les crises graves exigeaient du sang humain. Une pratique commune était l'autosacrifice. On saignait des parties du corps, oreilles, joues, langue ou même le pénis. Ce sang était utilisé pour oindre des idoles. Les femmes ne se saignaient pas, mais offraient du sang animal. L'usage d'encens était aussi habituel dans toutes les cérémonies. Le copal, résine de l'arbre du même nom, était le plus précieux. Il était pressé en pastilles décorées et brûlé dans des vases avec des formes de déités. S'il n'y avait pas d'animaux disponibles, ils modelaient des cœurs en copal. Dans un de ceux-ci fut trouvée une réplique végétale d'un cœur humain. Quelques communautés, comme les Lacandons, brûlent encore du copal dans des temples anciens comme ceux de Yaxchilan ou de Tulum. Une autre forme rituelle était la danse. Il existait beaucoup de variantes, toujours associées à des cérémonies spécifiques. Les hommes et les femmes dansaient habituellement séparément. Dans une danse belliqueuse appelée Olkan Okot, des centaines d'hommes dansaient avec des drapeaux au rythme de la guerre. Dans une autre danse, appelée Kolomché, un participant lançait des bâtons qu'un autre attrapait avec une grande dextérité en utilisant un bâton court. Les fêtes attiraient des milliers de personnes de lieux distants. Les Mayas croyaient que l'âme était immortelle et qu'existait une vie après la mort. Selon Landa, quelques-uns allaient à un paradis rempli de nourriture et d'ombre sous l'arbre sacré Yaxché, tandis que d'autres descendaient au Mitnal, où la faim, le froid et la douleur étaient constants. Les suicidés étaient reçus par Ixtab, déesse de la corde, qui les conduisait au paradis. Guerriers tombés, femmes qui mouraient en couches et prêtres atteignaient également cette destinée. Ni le ciel ni l'enfer n'avèrent de fin, car l'âme ne pouvait mourir. Le langage de la pierre, écriture, nombre et astronomie. Bien que des restes très anciens avec des signes pareils à des caractères mayas aient été trouvés dans plusieurs zones de l'ère, l'écriture maya apparaît pleinement développée sur les stèles et monuments de la période classique. Dans ces blocs de pierre, les signes taillés suivent un modèle complexe et organisé qui mélange des éléments phonétiques avec des idéogrammes. Les glyphes, comme sont connus ces signes, furent utilisés de forme systématique pour enregistrer des noms, des dates et des événements historiques. La distribution spatiale des signes au sein des textes suivait des règles spécifiques, en colonnes doubles qui se lisaient de gauche à droite et de droite à gauche haut en bas, ce qui indique une convention établie. Chaque glyphe pouvait représenter un son, une parole complète ou une idée. Quelques signes étaient purement phonétiques, tandis que d'autres fonctionnaient comme logogrammes. Cela permettait de multiples combinaisons et formes d'écrire les mêmes noms ou phrases. Les scribes mayas employaient ce système dans des inscriptions sur pierre, céramique, coquillages ou codex de papier amaté, recouverts de chaux. Bien que la majorité de ces codex aient été détruites, quelques-uns survécurent et montrent l'usage continu du système d'écriture. Le système incluait plus de 800 signes distincts, bien que tous ne fussent pas utilisés au même moment ni dans toutes les régions. Quelques variantes locales partagèrent des signes communs, mais développaient des styles graphiques particuliers. La connaissance de l'écriture se concentrait dans une élite spécialisée, possiblement liée à la caste sacerdotale. Les inscriptions révèlent une préoccupation pour enregistrer des généalogies, des successions de gouvernants et des faits militaires. Les scènes représentées s'accompagnaient souvent de textes qui offraient des détails précis, comme des dates exactes et des noms de personnes ou de lieux. Le calendrier fut un outil fondamental dans l'organisation du temps et la vie cérémonielle. Les Mayas employèrent plusieurs systèmes simultanément. Un d'eux était le calendrier rituel de 260 jours, formé par la combinaison de 20 signes diurnes avec 13 numéros. Chaque jour avait un nom unique dans un cycle qui se répétait constamment. Ce calendrier avait une fonction divinatoire et rituelle et régissait beaucoup d'activités liées à la religion et aux augures. En parallèle, était utilisé le calendrier solaire de 365 jours, divisé en 18 mois de 20 jours, et une période additionnelle de 5 jours considérée défavorable.
Ces jours n'avaient pas de nom spécifique et étaient traités avec prudence. Les deux calendriers se combinaient en un cycle majeur de 52 ans, connu comme la roue calendaire. À la fin de chaque cycle, des cérémonies spéciales étaient réalisées pour assurer la continuité du temps et éviter des catastrophes. En plus de ces deux systèmes, les Mayas employaient la compte longue pour dater des événements historiques. Ce système partait d'une date de base mythique et additionnait des jours successivement au moyen d'unités croissantes appelées kin, winal, tun, katun et baktun. Les inscriptions avec des dates en compte longue permettent de situer chronologiquement des événements avec une grande précision. Beaucoup des stèles montrent ces dates au commencement du texte, suivies de descriptions des faits survenus. La domination du calendrier exigeait des connaissances mathématiques avancées. Les Mayas utilisaient un système vigésimal avec des signes spécifiques pour les nombres. Un point représentait l'unité. Une barre valait 5 et un symbole spécial indiquait le 0. Cette notation permettait de représenter de grandes quantités avec une relative facilité. Grâce à ce système, ils pouvaient calculer des cycles astronomiques avec une notable exactitude. L'observation du ciel occupa une place centrale dans la vie intellectuelle. Les astronomes mayas suivaient les mouvements du Soleil, de la Lune, de Vénus et d'autres corps célestes. Les données réunies servaient à prédire des éclipses, à déterminer des dates agricoles et à établir des festivités. Vénus avait un rôle remarqué et son cycle synodique fut mesuré avec une grande précision. Quelques codex contiennent des tables qui enregistrent ces mouvements et les lient à des augures ou des événements rituels. Les édifices dédiés à l'observation astronomique furent construits avec des orientations spécifiques. Quelques structures sont alignées avec les solstices ou les équinoxes. Les ouvertures et couloirs de certains temples permettaient d'observer des levées et des couchers du soleil à des dates signalées. Ces alignements n'étaient pas fortuits, mais partis d'une connaissance systématique. Les cités se planifiaient en considérant ces facteurs, ce qui met en évidence une intégration entre astronomie, architecture et rituel. Le connaissance astronomique n'était pas séparé du système religieux. Les phénomènes célestes étaient interprétés comme des signaux divins. L'apparition ou la disparition de certains astres marquaient des moments propices ou dangereux. Les tables astronomiques dans les codex montrent des calculs détaillés et des schémas répétitifs qui permettaient de prévoir avec anticipation différents événements. Le travail des astronomes exigeait une observation constante et un maniement précis du calendrier. Les chiffres utilisés pour enregistrer des dates astronomiques pouvaient atteindre plusieurs milliers. Malgré la complexité, les scribes réussissaient à traduire l'information avec clarté. Les codex révèlent l'usage de schémas graphiques pour montrer des intervalles entre phénomènes. Des séries numériques étaient aussi utilisées pour projeter futures positions de Vénus ou de la Lune. La combinaison de textes, de nombres et de dessins faisait que l'information fût accessible pour les initiés. Parmi les codex conservés, quelques-uns se distinguent par leur contenu astronomique. Ces œuvres montrent des prédictions d'éclipses, de phases lunaires et de mouvements planétaires. Chaque section est accompagnée d'illustrations et de notes brèves. Dans plusieurs cas, les jours du calendrier rituel sont associés avec des significations spécifiques, ce qui permettait d'assigner une valeur symbolique aux événements célestes. Les prédictions n'étaient pas seulement techniques, mais aussi partie d'une tradition interprétative. L'emploi du 0 dans le système numérique fut une réalisation significative. Ce signe facilita les calculs et la représentation de dates lointaines. L'usage du 0 dans des contextes calendaires montre une compréhension avancée du temps cyclique. La présence de ce concept dans des inscriptions anciennes démontre que son invention ne fut pas tardive ni isolée. Le 0 avait une forme distinctive et apparaissait dans des positions clés des dates. Le calendrier n'organisait pas seulement la vie quotidienne, mais servait comme cadre pour l'histoire et la religion. Chaque événement était daté avec précision et inséré dans un cycle plus ample. Cette perspective cyclique du temps influait sur l'interprétation du passé et la planification du futur. Les gouvernants consultèrent les experts avant de prendre des décisions importantes. Les campagnes militaires, les cérémonies et les changements de pouvoir se synchronisaient avec le calendrier. Le système d'écriture, les mathématiques et l'astronomie étaient profondément interreliés. Les trois domaines se complémentaient et servaient comme instruments de pouvoir et de légitimation. L'habileté pour lire les signes, calculer les cycles et prévoir les astres était réservée à des spécialistes formés pendant des années.
Les registres montrent que ces connaissances étaient transmises de forme rigoureuse et maintenues en secret au sein de certains groupes. Bien que beaucoup de codex et de monuments fussent détruits, ce qui a survécu permet de reconstruire avec détail une bonne partie de la connaissance maya. Les stèles, inscriptions et textes conservés montrent une tradition intellectuelle riche et structurée. L'héritage écrit laissa des traces visibles dans les vestiges archéologiques. À travers d'eux, il est possible de savoir comment ils comptaient le temps, enregistraient leurs histoires et observaient le firmament. De la pyramide jusqu'au Sacbé. Le legs architectural maya commença à prendre forme dans les hautes terres du Guatemala, où surgirent les premières constructions cérémonielles. Durant la période préclassique, des plateformes faites de terre furent dressées, avec des structures simples dans leur partie supérieure. Plus tard, déjà dans le classique, ces plateformes évoluèrent jusqu'à se convertir en pyramides recouvertes de pierre, avec des escaliers qui conduisaient au sommet. Ces escalinades étaient les placées à l'avant et la structure supérieure était habituellement une sorte de sanctuaire élevé au-dessus du reste de l'ensemble. À mesure que le temps avançait, les constructeurs commencèrent à situer ces plateformes sur des places ouvertes où plusieurs édifices s'organisaient autour. Ainsi, la disposition architecturale des centres cérémoniels devint plus complexe. Les constructions n'étaient pas isolées, mais formaient un ensemble articulé d'éléments. Dans des lieux comme Waxactún, par exemple, on peut observer un alignement de 3 petits temples disposés en ligne, avec une plateforme longue en face. Ce modèle semble avoir été utilisé pour des observations calendaires, bien qu'ici seule sa forme et sa distribution spatiale nous intéressent. L'architecture des cités mayas présente une énorme variété, dépendant de la région et du moment historique. Dans les basses terres du Nord, dans des lieux comme Chichén Itzá et Uxmal, les constructions montrent des murs lisses dans la partie inférieure et des zones décorées en haut. En contraste, à Tikal ou Copan, prédominent des structures de grande hauteur, avec des marches escarpées et des crêtes élevées au-dessus des temples. Ces crêtes étaient des structures décoratives qui dépassèrent le toit et contribuaient à l'impression de verticalité. Les matériaux employés variaient selon la zone. Dans le nord du Yucatan, où la rareté des montagnes était notable, la pierre calcaire était la plus utilisée. Cette roche, facile à travailler et abondante dans cette région, permettait de dresser des murs solides avec des finitions lisses. Dans le sud, où il y avait plus de diversité géologique, d'autres pierres locales étaient aussi employées. De plus, dans beaucoup de cas, les édifices étaient recouverts d'un mélange fait à base de chaux et de sable, qui leur donnait une finition blanche. Le système constructif le plus utilisé par les Mayas fut celui de la fausse voûte en encorbellement. Au lieu de construire des toits avec des arcs véritables, ils placèrent des blocs qui dépassaient petit à petit vers le centre, jusqu'à fermer l'espace dans la partie supérieure. Cette technique ne permettait pas de couvrir de grandes aires, mais fut suffisante pour leurs besoins. Les temples et les chambres internes des palais étaient habituellement couverts de cette forme. Les espaces plus amples, comme les places ou les patios, restaient à ciel ouvert. Les places étaient des éléments centraux dans l'organisation urbaine. Généralement, autour d'elles se disposaient les temples principaux, les palais et d'autres structures importantes. Quelques cités arrivèrent à avoir plusieurs places, connectées entre elles par des chemins élevés connus comme Sacbéob. Ces chemins, construits avec des pierres et couverts de stucs, servaient à unir différentes zones de la cité ou même des centres urbains distants. Un des plus longs a été trouvé entre Coba et Yaxuna, avec plusieurs kilomètres de longueur. Dans les grands centres cérémoniels, les édifices se groupaient en suivant un modèle précis. Les structures importantes s'élevaient sur des plateformes artificielles, créant des niveaux distincts au sein de l'ensemble. Les temples occupaient habituellement le point le plus haut, tandis que les palais, de forme plus allongée et avec plusieurs entrées, se distribuaient autour des places. Ces constructions n'étaient pas des fortifications, ni n'étaient pensées comme des logements défensifs. C'étaient des espaces de pouvoir, de résidence et d'activité politique. Quelques cités comme Tikal montrent une évolution architectonique complexe, avec superposition de structures antérieures. C'est-à-dire, quand un édifice devenait vieux ou que l'on voulait l'agrandir, au lieu de le démolir, on le couvrait d'une nouvelle couche de construction. Ainsi, une même pyramide pouvait contenir plusieurs phases antérieures
au sein de son volume. Cette technique permettait de conserver le lieu sacré original, tandis que son aspect externe était rénové. À Copan, par exemple, fut documenté un temple qui fut reconstruit au moins 10 fois, en conservant la même localisation. Ce type d'accumulation architectonique révèle une forte connexion entre les édifices et la légitimité de ceux qui ordonnaient leur construction. L'acte d'ériger un nouveau temple sur un antérieur impliquait de réaffirmer la continuité dynastique et la permanence du pouvoir local. Les escalinates, souvent décorées avec des inscriptions ou des sculptures, remplissaient une fonction tant pratique que symbolique. Elles connectaient des niveaux distincts au sein de l'ensemble architectonique et renforçaient la hiérarchie spatiale caractéristique des cités mayas. À Chichén Itzá apparaissent des formes constructives peu communes dans d'autres sites mayas, comme des colonnes rondes, des galeries avec un toit plat et d'amples esplanades ouvertes. Cela suggère des influences extérieures, bien qu'ici seul, le résultat architectonique nous intéresse. Un des édifices les plus connus de ce lieu est la pyramide de Kukulkan, de base carrée, avec des escalinates sur chaque côté et un temple au sommet. À des dates concrètes de l'année, la lumière du soleil projette des ombres qui semblent former un serpent descendant par l'escalinate. Un autre trait fréquent dans plusieurs sites est la présence de jeux de balles, espaces délimités par des murs hauts qui se distinguent dans le plan urbain par leurs proportions et leur localisation. Dans des lieux comme Yaxchilan, par exemple, l'architecture profite de l'orographie, avec des édifices qui s'adaptent à la pente du terrain. Dans chaque cas, on observe une exploitation de l'espace qui reflète une conception planifiée, bien que non symétrique. Évolution matérielle, art, technique et signification au long des siècles. Les sculptures mayas s'étaient modelées avec un soin visible dans chaque détail. Le plus commun était de travailler directement sur de la pierre calcaire, bien que d'autres roches dures fussent aussi taillées lorsque le matériau le permettait. Les stèles s'utilisaient principalement pour représenter des figures humaines ou des hiérarchies, tandis que les autels servirent de base à des actes publics. Bien des fois, les deux pièces faisaient partie d'un même ensemble, avec la stèle dressée derrière l'autel. Les sculpteurs réussissaient à représenter des postures, des ornements et des gestes avec une grande précision, malgré la dureté du matériau. Dans certaines régions comme Copan, on notait un niveau technique plus élevé, avec des figures en relief profond et des détails minutieux. Quelques pièces incluaient des glyphes autour du bord, marquant des dates ou identifiant des personnages. Dans d'autres zones, comme Quirigua, se distinguait la monumentalité des sculptures, souvent supérieures en taille à celles d'autres cités. Il y avait aussi des monuments arrondis, avec des formes complexes ou des faces sculptées sur toutes leurs faces. Au long des siècles, les styles sculpturaux évoluèrent, maintenant toujours une relation directe avec la fonction qu'ils avaient au sein de la cité. Les objets d'argile cuite occupaient une place centrale dans la vie matérielle maya. Des vases de tout type étaient modelés, depuis les plus simples pour cuisiner jusqu'à ceux décorés avec des formes complexes et des reliefs. Quelques-uns étaient lisses et utilitaires, pensés pour l'usage quotidien, tandis que d'autres présentaient des visages humains, des pattes d'animaux ou des figures peintes avec soin. Les couleurs les plus utilisées étaient le rouge, le noir et la crème, appliqués avec un pinceau sur la surface avant la cuisson. Dans beaucoup de cas, les récipients servaient à garder des aliments ou des liquides et s'adaptaient aux besoins de chaque groupe familial. On fabriquait aussi des figurines, des sifflets, des ornements et des couvercles avec des formes symboliques. Le four s'allumait avec du bois et atteignait des températures suffisantes pour durcir les pièces sans les vitrifier. L'argile était sélectionnée soigneusement, mélangée avec du sable ou de la cendre pour améliorer sa résistance. Chaque village avait son style céramique particulier et les fragments trouvés aujourd'hui permettent d'identifier des régions ou des périodes. Quant aux tissus, ils étaient élaborés principalement avec des fibres de coton cultivées par les Mayas eux-mêmes. Les femmes filaient le matériau dans leur maison en utilisant des fuseaux faits d'argile cuite ou de bois. Ensuite, elles le teignaient avec des substances naturelles extraites de plantes, de graines ou d'écorces. Avec le métier à tisser de ceinture qui se fixait à un poteau et au corps de la tisseuse, elle produisait des étoffes résistantes, décorées avec des bandes de couleurs ou des motifs géométriques. Les vêtements quotidiens étaient habituellement simples, mais en certaines occasions se confectionnaient des vêtements plus complexes, brodés ou ornés de plumes. Les cache-sexes, couvertures,
tuniques ou coiffes s'adaptaient au climat et à la fonction sociale de celui qui les utilisait. La technique de la teinture permettait de varier les combinaisons et quelques teintures étaient très appréciées pour leur rareté ou leur intensité. Malgré le climat humide, les tissus bien conservés trouvés dans des tombes ou des cavernes confirment l'usage étendu de ces techniques. En parallèle, l'on travaillait la vannerie avec des branches flexibles, des lianes et des feuilles tressées. Les femmes ramassèrent le matériau dans les alentours du village et l'humidifiaient pour faciliter son maniement. Les paniers se tressaient en spirale ou avec des entrelacements croisés selon l'usage prévu. Quelques-uns servaient à transporter des épis de maïs ou des fruits, d'autres à stocker des graines ou des ustensiles. On fabriquait aussi des nattes pour dormir, des éventails, des chapeaux et des sacs avec des fibres fines. Bien que la majorité fût des produits domestiques, il y avait des objets plus élaborés utilisés lors d'événements importants. Les techniques variaient entre communautés, mais partageaient une même logique d'exploitation des ressources naturelles. Le séchage au soleil et le soin contre l'humidité prolongèrent la vie utile de chaque pièce. Le jade était un des matériaux les plus convoités, réservé presque toujours pour des figures remarquables. Les pierres vertes s'importaient de régions spécifiques, où elles s'extrayaient de veines profondes avec des outils rudimentaires. La taille exigeait de l'habileté, car le minerai était extrêmement dur. Des cordes avec du sable étaient utilisées comme abrasifs, et le travail pouvait prendre des jours ou des semaines. Le résultat était des perles, des pendentifs, des masques ou des incrustations qui accompagnaient des sépultures ou des cérémonies. Quelques pièces avaient forme d'animaux, d'autres montraient des visages avec des yeux en amande et des bouches ouvertes. Elles étaient aussi décorées avec des lignes fines gravées sur la surface. Dans certains cas, le jade se combinait avec des coquillages ou des pierres plus tendres pour créer des contrastes. La couleur variait entre le vert clair et l'obscur, dépendant de l'origine de la pierre. Par sa rareté, ces objets étaient des signes de statut et arrivaient rarement aux mains du peuple commun. La pierre s'utilisait en plus pour fabriquer des outils et des ustensiles de base. Des roches résistantes comme le silex ou l'obsidienne étaient choisies et on leur donnait forme au moyen de coups contrôlés. Avec elles étaient de fait des couteaux, des grattoirs, des pointes pour des lances ou des flèches, et aussi des instruments pour travailler le bois. Les haches étaient polies jusqu'à obtenir des tranchants droits, capables de couper des arbres ou de modeler des troncs. Les noyaux se réutilisaient pour produire de nouveaux tranchants lorsque les antérieurs s'usaient. L'obsidienne, apportée de régions lointaines, permettait des coupes fines et précises, utiles dans des tâches délicates. Les pierres plus dures se réservaient pour des tâches lourdes, comme creuser ou ouvrir des chemins. De petits fragments étaient aussi utilisés pour graver des détails sur d'autres matériaux. Chaque objet répondait à une fonction claire, et son dessin reflétait la nécessité pratique de celui qui l'utilisait. Les métaux étaient rares, mais se travaillaient avec des techniques prudentes. L'or et le cuivre, obtenus dans des régions externes, se fondaient dans des moules simples pour produire des anneaux, des disques ou des ornements de cheveux. Des lames fines étaient aussi martelées pour couvrir des surfaces ou former des figures. Bien qu'ils ne fussent pas utilisés à des fins utilitaires, les objets métalliques avaient une valeur symbolique et se liaient avec certaines fonctions sociales. Le bronze apparaissait dans quelques régions du Sud, spécialement à des dates tardives. Les Mayas ne développèrent pas d'outils de fer et leur technologie métallique se maintint limitée. Cependant, les pièces trouvées montrent une connaissance avancée du modelage et du polissage. L'obtention du métal exigeait un échange avec d'autres cultures, ce qui lui donnait une valeur additionnelle. Ainsi fut construite, siècle après siècle, la base matérielle d'une civilisation qui ne cessa jamais de se transformer. Durant des siècles, les Mayas dressèrent des cités, enregistrèrent le temps, organisèrent leur territoire et soutinrent un ordre qui changea avec le passage des générations. Rien de ce qu'ils construisirent ne fut éternel, mais beaucoup réussit à perdurer. Les temples, les codex et les pierres restèrent en arrière. En revanche, les langues vivantes, les coutumes et les modes de vie continuèrent. Face à des invasions, des pressions externes et des transformations internes, le legs maya maintint son cours. Cette civilisation ne se définit pas par un moment unique, mais par sa capacité de se maintenir au long du temps.